Imaginez-vous un jour, on vous propose une mission dans un pays lointain, par exemple en Chine. Vous arrivez donc en Chine et arrivez là-bas, vous rencontrez et sympathisez avec une jolie demoiselle. Vous tombez amoureux, vous sortez avec elle et vous lui faites même un enfant. Mais quelques mois plus tard, vous êtes obligé de rentrer dans votre pays en catastrophe. Vous n'avez pas le temps de prendre votre famille avec vous. Mais sauf que quand vous partez, vous ne donnez plus de nouvelles à votre petite famille. Mais sauf que 15 ans plus tard, vous devenez président de la République de votre pays. Vous commencez à vouloir entreprendre des démarches pour retrouver votre petite famille. Et soudainement, une fille se présente à vous. Elle avoue être votre fille, elle arrive à vous convaincre et vous décidez de l'inviter dans votre pays. Vous êtes tellement heureux que vous la présentez même au peuple. Mais sauf que cette joie sera de courte durée. Et un mois plus tard, vous apprenez que cette fille n'est pas votre fille. Pire encore, vous apprenez qu'elle a eu une formation militaire. Et quelques jours après, vous retrouvez votre vraie fille. Comme vous avez un bon cœur, vous décidez de garder les deux jeunes filles. Mais sauf que quelques années plus tard, le mari de votre fausse fille va faire une tentative de coup d'état contre vous. Et derrière, vous décidez de vous venger de la pire des manières. Ce que je viens de vous raconter est inspiré d'une histoire vraie, vécue par Jean Bédel Bokassa, l'ancien président de la Centrafrique. Et c'est cette histoire que je vous propose de découvrir avec moi aujourd'hui. Et franchement, vous êtes pas prêts. Comme d'habitude les amis, on ne perd pas des bonnes manières. On like, on commente, on s'abonne si c'est pas encore fait. Et on s'accroche parce que Biaziassoum. On est là au début des années 50 et Bokassa se trouve en Indochine pour servir l'armée française. Et là-bas, il rencontre une jeune vietnamienne à Saigon. Et très vite, Bokassa tombe amoureux, il décide même de l'épouser. Les deux tourtereaux vivent une véritable histoire d'amour et décident même de faire un enfant que Bokassa appellera Martine. Mais ce que Bokassa oublie, c'est qu'il est en mission et il ne pourra pas s'éterniser au Vietnam. Et malheureusement, la réalité le rattrape parce que la France subit une véritable raclée en Indochine et les troupes françaises sont obligées de rentrer en urgence. Bokassa n'aura même pas le temps d'embarquer sa famille avec lui. Il va donc retourner le cœur meurtri en laissant sa famille. Pendant quasiment 10 ans, Bokassa ne va donner aucun signe de vie à sa petite famille. Mais sauf qu'en 1966, Bokassa prend le pouvoir en République centrafricaine. Et aussitôt, il presse les autorités françaises à l'aider à retrouver sa fille. À l'aide de la France, Bokassa commence les recherches pour trouver la petite Martine et sa mère. Et 4 ans plus tard, une dame se présente. Elle dit qu'elle a eu une relation avec un sous-officier qui venait d'Oubangui Chari. Pour ceux qui ne savent pas, l'Oubangui Chari, c'est l'ancien nom de la Centrafrique. La dame envoie même des photos pour soutenir ses dires. Et une fois que Bokassa reçoit toutes ces pièces, il est convaincu et il décide d'envoyer un billet d'avion à sa fille pour qu'elle rentre en Centrafrique. Et le 26 novembre 1970, la petite Martine débarque en Centrafrique et elle est accueillie par un Bokassa aux anges. Il est tellement content de retrouver sa petite fille. Mais sauf que la joie de Bokassa sera de courte durée parce que un mois plus tard, Bokassa apprend que Martine n'est pas sa fille. En fait, il aurait été manipulé par le consulat français au Vietnam et d'autres sources mettaient même la CIA en cause. Bokassa apprend également que Martine en question a subi une formation militaire. Une fois que Bokassa apprend que cette dernière n'est pas sa fille, il relance les recherches tout en gardant Martine avec lui. Et là, plusieurs jeunes femmes se présentent au Vietnam et prétendent être les filles de Bokassa. Mais sauf qu'une certaine Thi Nguyen Hu, j'espère que je prononce bien le nom, se présente à Bokassa. Elle lui montre plusieurs photos où elle est avec Bokassa et elle se permet même de raconter quelques anecdotes qu'elle a eues avec Bokassa. Une fois de plus, Bokassa est convaincu et en même temps fou de rage parce qu'il se rend compte qu'il a été dupé car la première Martine n'est évidemment pas sa fille. Il fait venir la vraie Martine en Centrafrique et quelques mois plus tard, le 21 février 1971, Bokassa annonce qu'il adopte également la fausse Martine. Et dans le même temps, il annonce également que tout Centrafricain d'origine peut demander la main de ses filles. Le premier à se présenter, c'est le docteur Dédé Avodé, un médecin qui sert corps et âme le régime de Bokassa. Et ce dernier va épouser la vraie Martine, la vraie fille de Bokassa, c'est-à-dire la deuxième à être arrivée en Centrafrique. Puis on a le capitaine Fidèle Obrou. Lui, il va épouser la seconde Martine, c'est-à-dire la fausse. Mais sauf que pour Fidèle Obrou, c'est un peu différent. Malgré que Bokassa va lui donner la main de sa fille, Bokassa va quand même énormément se méfier. Et vous allez voir dans la suite de l'histoire que Bokassa n'avait pas tort. Fidèle Obrou, qui est jumeau, est né le 3 janvier 1943. Il est né à Brazzaville durant le service militaire de son père qui était également militaire. Fidèle Obrou va suivre une formation militaire en Algérie avant de rentrer en Centrafrique où il sera nommé commandant de l'école des cadres. Là-bas, il sera accompagné d'un certain Mapuka qui n'est pas très fan de Bokassa. Mais à côté de ça, Fidèle Obrou c'est également un entrepreneur. Il possède 2 salles de cinéma à Bangui. Mais au-delà de tout, Fidèle Obrou ne supportait pas Bokassa. Il trouvait surtout que Bokassa avait éliminé tous les soldats valeureux du pays comme Banza, Langoupou et les
les autres que j'ai cités dans la dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder. Et à partir de là, Obru va commencer à organiser des réunions chez ses proches dans le but de renverser Bokassa. Malgré qu'il soit le gendre de Bokassa, ça ne va pas le freiner. Et dites-vous qu'au bout de plusieurs tentatives de coup d'état, Fidel Obru ne se fera pas attraper. Je vais vous raconter quelques-unes de ces tentatives de coup d'état. Le 16 janvier 1975, le bateau de Bokassa qui revient de Bunguba se heurte à un rocher. En fait, le conducteur a perdu le contrôle et derrière, il y avait la main des hommes de Fidel Obru. Mais sauf que Bokassa n'arrivera jamais à faire la lumière sur cette histoire. Une autre fois, les hommes de Fidel Obru vont attendre la voiture de Bokassa à un carrefour où le cortège était censé ralentir et profiter donc du ralentissement pour fusiller Bokassa. Comme par hasard, Bokassa va avoir un mauvais pressentiment et va décider de changer de direction. Et c'est à ce moment-là que Obru décide de faire une tentative de coup d'état bien plus risquée. Un coup d'état dans lequel ça devra passer ou casser. Durant cette période délicate pour Obru, il décide de s'éloigner de sa femme, la fausse Martine, et décide de la renvoyer chez Bokassa, prétextant une fausse dispute entre les deux. Mais sauf que Obru n'a surtout pas confiance en sa femme. Il pense que si elle apprend qu'il prépare un coup d'état, elle va certainement aller le dire à Bokassa. On est donc le 30 janvier 1976. Bokassa décide de se rendre à Kisangani sous l'invitation du président Mobutu. À son retour à Centrafrique, il atterrit à Bangui. Il est environ 11h et les hommes de Fidel Obru sont prêts à en découdre à l'aéroport. Ces derniers vont se placer sur la piste sud, mais sauf que bizarrement, comme par hasard, le pilote va décider d'atterrir sur une autre piste, ce qui va mettre le plan des hommes de Fidel Obru à l'eau. Et ils seront donc obligés de reporter leur plan. En vrai, depuis tout à l'heure, j'ai dit tentative de coup d'état, mais on parle plutôt d'une tentative d'assassinat là. Une autre fois, les hommes de Fidel Obru vont essayer de faire une tentative de coup d'état, mais sauf que cette fois-là, c'est la météo qui va faire défaut. On est quasiment à plus de 6 tentatives de coup d'état et il y a toujours ce petit détail qui manque, toujours ce petit coup de malchance qui empêche que le coup d'état se produise. Et franchement, moi, à leur place, j'aurais abandonné l'idée. Parce que une fois ça va, 2 fois ça va, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, c'est un peu trop. Mais sauf que Fidel Obru ne se décourage pas. Il a envie d'en finir. Et là, ils vont essayer une dernière tentative. On est là le 3 février 1976 à l'aéroport de Bangui. Bokassa arrive à l'aéroport vu qu'il doit partir, mais avant il se met à saluer tout le monde comme d'habitude et il ne se doute de rien. Mais sauf qu'en face de lui, il y a son gendre Fidel Obru qui l'observe et qui l'observe attentivement. Et à côté de ça, il y a les hommes de Fidel Obru qui sont positionnés un peu partout dans l'aérodrome. Et là, tout à coup, un homme jette une grenade. Celle-ci finit à quelques centimètres de Bokassa avant de tomber dans des buissons. Une fois de plus, pas de chance, la grenade n'explose pas. Elle produit juste une petite détonation. Les gardes de Bokassa qui se rendent compte de ce qui vient de se passer sécurisent le président aussitôt. Et là, Bokassa réalise ce qui vient de se passer. Plus tard, il qualifiera même cet événement de son miracle. Et là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Les dieux sont du côté de Bokassa. À l'instant T, Obru ne sera pas soupçonné. Mais ces gardes qui ont lancé la bombe et ceux qui étaient dans l'aéroport seront aussitôt arrêtés. Obru et 2 de ses collègues auront même le temps d'aller récupérer de l'argent et de s'enfuir au Congo. Mais très vite, Bokassa va se rendre compte que le coup d'état venait de Fidel Obru. Il sera fou de rage. Il va lancer les recherches et il va apprendre qu'il est finalement parti au Congo, au Grand Zaïre. Là-bas, il va réussir à faire arrêter Fidel Obru et il va demander à ceux qui soient rapatriés en Centrafrique. Arrivé en Centrafrique, Fidel Obru est accueilli par Bokassa et toute la famille, y compris la femme de Fidel Obru. Bokassa, comme à son habitude, se met à insulter Fidel Obru avant de demander à ceux qu'il soit tabassé. Mais sauf qu'il y a une précision que j'ai oublié de donner. La femme de Fidel Obru est enceinte de 9 mois et quelques jours après un simulacre de procès, Fidel Obru sera exécuté. Et comme d'habitude avec Bokassa, la famille de Fidel Obru va également écoper, y compris sa mère qui était déjà âgée. Mais celle qui va le plus assumer les conséquences de ce coup d'état, c'est la fausse Martine. Le même jour où Fidel Obru a été exécuté, sa femme Martine est rentrée à l'hôpital. Et le lendemain, elle donna naissance à un jeune petit garçon. À la naissance, le petit garçon est en pleine forme, enfin, il est en bonne santé. Après son accouchement, Martine devrait être conduite à la villa chez Bokassa, où elle était censée vivre. Mais sauf que la voiture qui est censée la ramener à la maison fait un petit détour à l'hôpital du docteur Dédé Avodé. Rappelez-vous, le docteur Dédé Avodé, c'est le mari de la vraie Martine. Ce dernier va demander à une infirmière d'injecter des produits pour adultes au bébé. Martine qui est inquiète ne se doute pas qu'on injecte un produit pour adulte à son enfant. Et 2 heures plus tard, l'enfant va devenir tout bleu. Martine sera hyper inquiète, elle va voir un autre médecin. Ce dernier va tout faire pour sauver le bébé et le bébé va mourir quelques heures plus tard. En fait, derrière cet assassinat, Bokassa avait surtout peur qu'à l'âge adulte, l'enfant venge la mémoire de son père.
De l'autre côté, la fausse Martine est complètement abattue. En même temps, comment ne pas l'être? En 2 jours, elle a perdu son mari et son bébé. Après la mort de son bébé, elle sera ramenée chez Bokassa. Mais sauf qu'un an plus tard, le 14 février 1977, lors de l'anniversaire de la mort de Fidel Obrou, certains proches de Bokassa auraient vu Martine pleurer. Ils vont tout de suite rappeler à Bokassa que cette dernière avait subi une formation militaire et qu'elle pourrait toujours se venger de Bokassa. Et derrière, si cette même Martine retournait au Vietnam, elle allait raconter aux autorités vietnamiennes que Bokassa a tué son bébé. C'est donc comme ça que Bokassa va donc décider de l'éliminer. Il va donc faire semblant de la laisser retourner au Vietnam et il va même lui donner 5 millions. La fausse Martine sera donc accompagnée par les gardes de Bokassa. Les gardes de Bokassa vont même l'accompagner à l'aéroport. Mais sauf qu'à quelques kilomètres de la villa de Bokassa, l'un des gardes va se mettre à l'étrangler dans la voiture jusqu'à ce que mort s'en suive. Les gardes vont donc ramener le corps à Bokassa qui va même récupérer ses 100 millions et qui va par la même occasion ordonner aux gardes de faire disparaître le corps. Et Bokassa se dédouanera de toute cette histoire en disant que Martine est retournée au Vietnam. De l'autre côté, la vraie Martine restera fidèle à Bokassa et Bokassa se fera renverser quelques temps plus tard. Les amis, voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Est-ce que vous pensez par exemple que Fidel Obrou a été manipulé par la fausse Martine ou que pour le coup, la fausse Martine était innocente, malgré qu'elle ait subi une formation militaire, malgré qu'on l'accusait même d'avoir flirté avec la CIA. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme vous le remarquez toujours, je suis toujours enrhumé. On se retrouve donc la prochaine fois, la semaine prochaine certainement pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Au revoir.